Bonjour à vous YouTube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo à la demande d'un ami au niveau de mon travail qui m'a fait avec beaucoup de vigueur la demande de faire une vidéo qui allait porter sur Claude Julien et Marc Bergevin. Alors ce que je dois mentionner c'est que normalement j'analyse plus les équipes de manière générale, j'analyse pas nécessairement une personne en particulier, mais j'ai décidé de me prêter à l'exercice et de voir est-ce que Marc Bergevin ou Claude Julien rendent ce qui doit être rendu au Canadien de Montréal. Donc, est-ce qu'on doit ou non renvoyer Marc Bergevin ou Claude Julien? Alors, j'ai décidé de commencer aujourd'hui avec Marc Bergevin. Donc, je ne l'ai pas inscrit nulle part, mais aujourd'hui, on va parler de Marc Bergevin. Donc, le directeur général a été embauché le 2 mai. Ouais, le 2 mai 2012. Alors, ça fait 7 saisons et quelques qu'il est avec le Canadien. Et avec le Canadien, jusqu'à date, je vous dirais que ses statistiques n'ont rien d'impressionnant. C'est-à-dire que. Rien d'impressionnant, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est ni un désastre, ni une grande victoire. C'est une équipe qui est assez ordinaire en soi depuis qu'il est arrivé au poste de directeur général pour le Canadien de Montréal. Alors, depuis la date du 2 mai 2012, le Canadien de Montréal, en 570 matchs, en incluant cette saison, ils ont 296 victoires, 209 défaites, 67 défaites en prolongation, ce qui fait qu'ils jouent pour 519. Alors, on joue pour un petit peu au-dessus de 500, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel là-dedans. C'est une équipe qui est standard. Il me semble qu'on est comme 11 ou 12e là, dans cette séquence de temps-là en termes de points au travers de toute la Ligue nationale. Donc, on est dans le premier tiers, mais on n'est vraiment pas une équipe qui est très compétitive. On a des joueurs qui sont des joueurs d'élite, mais on n'est pas une équipe qui est compétitive au niveau élite. Et ça, je crois que, selon moi, je pense que c'est un problème. Je vous ai mis ici les statistiques avantages numériques et les avantages numériques juste parce que je trouvais ça drôle de le mentionner. Parce que depuis que Marc Bergevin est là, l'avantage numérique est à 17,8%. Ce qui est le 28e rang pour cette séquence-là pour une équipe de la LNH en avantage numérique. Donc, on est une des pires avantages numériques depuis que Marc Bergevin est là. Et sinon, la séquence avant, il était au-dessus. Au niveau du désavantage numérique à 80,8%, excusez-moi, on est assez standard là, par rapport aux désavantages numériques pour tout le reste de la ligue. Maintenant, je vous ai mis ici les 7 années avant Marc Bergevin, donc les 7 saisons avant lui, ce qui donnait à peu près le même nombre de matchs. Là. Donc les 7 saisons avant Marc Bergevin, on avait 574 matchs, 286 victoires par rapport à 296, 218 défaites par rapport à 209 défaites et 70 défaites en prolongation. Donc on est franchement pas tellement loin. On a 10 victoires de plus sous Marc Bergevin, puis on a 9 défaites de moins sous Marc Bergevin. Donc, tu sais, défaite en temps régulier. Donc, tu sais, c'est quand même très similaire. Il n'y a pas eu une immense amélioration depuis son arrivée comparativement à ce qui avait été fait avant. Maintenant, ce qui intéresse à peu près tout fans du Canadien de Montréal, je pense que c'est la donnée qui est la donnée suivante, c'est-à-dire les séries éliminatoires. Je sais que là, mon logo, il est un petit peu plus gros que ce que j'avais anticipé, mais ici, j'ai marqué série, ici, j'ai marqué ronde. OK? Donc, en 2012-2013, le Canadien de Montréal est éliminé en première ronde. Là, tu te dis, c'est pas son équipe encore. Il n'a pas fait de gros mouvements pour l'instant. Donc, c'est ce qui fait que on sait pas, on va pas juger l'homme par rapport au rendement de cette année-là, 2012-2013. Il est arrivé en poste en mai 2012, donc on lui donne une chance, éliminé en première ronde. En 2013-2014, éliminé en troisième ronde. Ça, c'est l'année qu'on s'est rendu jusqu'en finale de l'Est contre les Rangers de New York, qu'un certain Chris Kreider a rentré dans Carey Price avec un patin en avant, sans la cuisse, puis bon, bref. On s'en souvient, c'est très lourd dans notre mémoire. Le Canadien allait bien cette année-là, et on a été éliminé en finale de l'Est. Des suites à la blessure de Carey Price, je pense que c'était vraiment l'élément marquant en 2013-2014. Là, tu peux dire que ça commence à être l'équipe de Marc Bergevin. Après 3 ans, je pense que c'est l'équipe à Marc Bergevin. 2014-2015, on a été éliminé en deuxième ronde. Par la suite, en 2015-2016, on ne fait pas les séries. En 2016-2017, éliminé en première ronde. Et là, ça fait 2 ans qu'on ne fait pas les séries. Fait que tu sais, le bilan, là, moi, j'inclurais pas, c'est mon opinion, là, mais en tant que DG, j'inclurais pas la première année comme étant vraiment sa responsabilité à lui, mais toutes les autres années après, oui. Donc, à cette année-là, à sa deuxième année, on sera en finale de l'Est, et après ça, il n'y a absolument rien de concluant, là. Alors, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Marc Bergevin pour ça? Les rendements en séries éliminatoires sont pas là. That's it. Depuis que Marc Bergevin est en poste, les rendements sont pas là en séries éliminatoires. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute à lui? L'équipe, elle est en soi ordinaire. Elle est pas nécessairement... Elle est quand même dans le premier tiers. By the way, je tiens à le mentionner. Elle fait partie du premier tiers de la LNH. Donc, c'est pas une équipe qui est mauvaise, là. Donc, depuis que Marc Bergevin est là, il n'y a pas un immense changement. C'est une équipe qui se maintient à peu près dans les mêmes standards pour les 7 années avant. Mais la question que moi je vous pose, c'est est-ce que c'est vraiment imputable à Marc Bergevin? C'est sûr que Marc Bergevin est responsable de tous les embauches.
Mais moi, je pense que la lacune majeure, en fait, je vois deux lacunes majeures par rapport au rôle de Marc Bergevin. La première lacune majeure que je vais vous mentionner, c'est au travers des signatures d'agents libres. Je pense qu'il l'a juste pas. On va le voir tantôt plus en détail, mais à ce niveau-là, je pense pas que c'est au travers des agents libres qu'il va être capable d'aller chercher quelque chose qui va avoir un très gros impact. Et je pense que surtout, le plus gros problème qu'on a, développement des joueurs. Le développement des joueurs n'est pas là. L'équipe actuelle du Canadien de Montréal, donc dans les joueurs qui ont joué des matchs cette année, on a un total de 20 joueurs qui ne sont pas repêchés par le Canadien de Montréal, donc qui ont été acquis soit par le repêchage, pas par le repêchage, soit par le ballottage, soit par les transactions ou soit par une signature. 20 joueurs qui ont joué pour le Canadien cette année ne font pas partie du système que le Canadien a créé, de ce que l'équipe a développé. Et ça, selon moi, c'est un problème. 9 joueurs ont été repêchés par le Canadien de Montréal. Donc, 9 joueurs sont vraiment une production, si vous voulez, un produit de l'organisation du Canadien de Montréal. Dans ces 9 joueurs-là, on compte Brendan Gallagher, Artturi Lehkonen, Victor Mété, Jesperi Kotkaniemi, Kale Fleury, Charles Hudon, Ryan Poehling, Carey Price et Cayden Primo. Bon, là, c'est sûr que dans le cas présent de Hudon, il n'a pas joué toute la saison. Il y a 9 matchs de jouer. Poehling en a joué 4. Primo en a joué 1. Bon, bref. C'est pas nécessairement tous des gars qui sont stables dans l'organisation, mais pour l'instant, c'est des produits du Canadien. Le point qui est à retenir là-dedans, c'est que dans le cas de Poehling, il rentre vraiment là, dans la formation faite par le Canadien. C'est ses débuts à ce niveau-là. Même chose pour Primo aussi, c'est ses débuts à ce niveau-là. Fleury est selon moi vraiment un produit du Canadien parce qu'il a joué l'année passée avec Laval. Alors ça, c'est un gars qui, au niveau du développement par le Canadien, très intéressant. Kotkaniemi, Mété, Lehkonen, Gallagher aussi, Hudon aussi. Alors, vous voyez que dans les 9 joueurs qui ont été repêchés par le Canadien, ceux qui ont vraiment des impacts directs actuellement, je compte Gallagher, évidemment. Lehkonen quand même aussi. Carey Price, assurément. C'est un produit du Canadien, puis lui, ça fait longtemps. Là, on le connaît tous très bien. Mais assurément, un impact très important. Mété, je vous dirais quand même un impact important. Et après ça, on va tomber avec des gars qui sont à développer en Kotkaniemi, Fleury, Primo, Poehling et Charles Hudon que je sais comme pas trop. Donc, on n'a pas vraiment le noyau de joueurs. Je pense que le noyau de joueurs de cette équipe-là réside beaucoup au travers de Gallagher, Price, mais après ça, on tombe avec des joueurs qui ont été acquis au travers de transactions. Je pense entre autres à Jonathan Drouin, je pense à Max Domi, je pense actuellement à Thomas Tatar, à Petrie, à Shea Weber. C'est des gars qui ont été acquis par les transactions, alors que dans le core des joueurs, dans le gros des joueurs, ben, Gallagher, Price sont assurément des grands leaders de cette équipe-là. Lehkonen a quand même un rôle assez important, Mété aussi. Bon, bref. Par la suite, on tombe avec des joueurs qui ont été signés en tant qu'agents libres. Là, j'y vois une très, très grosse faiblesse de la part du Canadien de Montréal. Donc, mis à part le fait qu'on n'a pas l'air de bien développer nos joueurs, c'est quand même assez rare que des joueurs qui sont développés à 100% par le Canadien vont devenir des super joueurs d'impact dans l'organisation. Vraiment super joueurs d'impact, Gallagher, Price, en ce moment, c'est pas mal tout, qui sont vraiment des produits du Canadien de Montréal. En termes de signature de joueurs d'agents libres, ben là, on a un autre problème selon moi. Parce que franchement, ben, on connaît tous là, le désastre qu'a été Karl Asner. Donc ça, c'est ça. C'est un désastre, tout simplement. Il coûte très cher, joue dans la ligne américaine. Ben Sherrod, vous apprenez à le connaître. Moi, c'est un gars que j'aime bien déjà à la base. Et pour l'instant, je pense que vous apprenez à le connaître. Donc, c'est un gars qui peut être vraiment très intéressant. Je pense que c'est une bonne signature dans le cas de Ben Sherrod. Keith Kincaid, dans la ligne américaine actuellement. Matthew Pekka. Pas certain s'il va être LNH ou Ligue américaine. Nick Cousin, régulier pour l'instant, peut-être 4e ligne. Philippe Varone, très intéressant pour la Ligue américaine. C'est une bonne signature, mais Ligue américaine, pas pour le Canadien. Riley Barber, bonne signature pour la Ligue américaine, donc pour Laval, pas pour le Canadien. Xavier Ouellet, qui pour l'instant était censé être une signature plus pour le Canadien, puis qui s'avère peut-être plus intéressant pour la Ligue américaine. Fait que, tu sais, au niveau des signatures, mis à part peut-être Ben Sherrod, qui a vraiment un impact actuellement avec le Canadien, je vois pas vraiment de joueurs super intéressants qui ont été signés par Marc Bergevin actuellement dans l'organisation du Canadien. Et la meilleure signature, je pense, qu'il a faite au travers de toutes les signatures, au travers de son règne, c'est Alexander Radulov. Alexander Radulov qui a été, selon moi, le plus gros impact à pas gros coût. Donc, le meilleur move, selon moi, que Marc Bergevin a fait et on l'a perdu après 1 an. Ceci étant dit, Radulov, moi, je le sens comme un gars qui est 0-0 fidèle. Fait que c'est ce qui fait que je crois Marc Bergevin qui aurait offert quelque chose puis qu'il n'aurait pas voulu écouter le Canadien. Lui, il dit que non, le Canadien n'a pas offert. Je doute et je le sens pas fidèle. Sachez que Radulov avait refusé de rencontrer les médias et il aurait même, selon ce que j'ai entendu, snobé les fans quand il est revenu à Montréal.
Je déteste ce genre d'attitude-là. Mais c'est quand même une très bonne signature que Bergevin a fait. Puis une mauvaise signature, Alexander Semin. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient de lui? Bon, Alex Chemsky, je me souviens même plus quand on a été chercher. C'est des joueurs que tu te dis, de fuck, pourquoi t'as été chercher ça? En tout cas, bref. Donc, au niveau des signatures, Semin est une grosse échec. Alexander Radulov, selon moi, est une très grande réussite. Semin, je le mets comme étant sa plus grande échec. Peut-être Karl Asner éventuellement va être sa plus grande échec. Là. En fait, peut-être même que Karl Asner serait sa plus grande échec, mais il fait partie des joueurs encore actifs. Bon, au niveau des transactions, là, on a vraiment un core en termes d'équipe du Canadien de Montréal. Ça a été acquis par les transactions de Marc Bergevin. Donc, Petrie. Jeff Petrie a été acquis par Marc Bergevin par le biais d'une transaction. Fait partie de ton top 4 des défenseurs. Philippe Danault, transaction par Marc Bergevin. Fait partie de ton premier trio actuellement. Shea Weber, meilleur défenseur du Canadien, top 2 actuellement, transaction. Jonathan Drouin, top 6 au niveau des attaquants, transaction. Mike Riley, 7-8e défenseur, peut-être des fois 6e, là, mais en tout cas, un défenseur qui est so-so. Max Domi, qui devrait théoriquement faire partie du top 6, mais savez-vous quoi? Galchenyuk, il a été échangé depuis. On a abandonné sous Galchenyuk. Alors qu'on a encore Domi. Donc, il y a quand même, à ce niveau-là, quelque chose d'intéressant. Je pense que Bergevin a quand même gagné plusieurs de ses transactions. Je veux dire, dans le cas de Petrie, là, si vous vous en souvenez peut-être pas, il avait donné un... Pour aller chercher Petrie, il avait donné un choix de 4e ronde en 2015 et 2e ronde en 2015. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, de Caleb Jones, qui est devenu le choix de 4e ronde en 2015 pour les Oilers, qui est intéressant. C'est un défenseur qui est un défenseur gauche qui a à peu près un point par match dans la Ligue américaine. Mais je pense que Petrie a rendu quand même de fiers services beaucoup plus intéressants. Dans le cas de Philippe Danault, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on l'avait acquis, notre joueur de premier centre en ce moment, notre premier trio, on l'avait acquis comme Thomas Fleischmann et Dale Weiss. Je pense qu'on a gagné largement cette transaction-là. Chez Weber, ben, tout le monde la connaît, cette transaction-là, contre Piquet Souban, qui ne joue plus avec les Prédateurs de Nashville et qui est ramassé dans les médias new-yorkais en ce moment comme étant qu'il accorde plus d'importance à ses réseaux sociaux que la LNH. Jonathan Drouin, Sergachev, je pense que les deux équipes ont gagné là-dedans, donc c'est pas vraiment nécessairement une transaction qui a un très gros gagnant. Dans le cas de Riley, on a échangé un choix de 5e ronde en 2019 pour Mike Riley. On verra, là, c'est pas vraiment une transaction à super impact. Dans le cas de Domi, ben moi, selon moi, on a gagné la transaction parce que les Coyotes ont abandonné sur Galchenyuk. Là, vous allez dire, ouais, mais Phil Kessel, il y a fuck off Phil Kessel, le Galchenyuk qui était rendu sur un 4e trio à l'aile. Là, fait il jouait avec lui parce qu'il n'aimait pas le rendement qu'il donnait. Max Domi, ça se peut que ça arrive éventuellement, mais on verra en temps et lieu. La transaction de Joel Armia, ben écoutez, je pense que c'est la meilleure transaction que Bergevin a fait so far. Il a rendu service au Jet là-dedans, ça a été une excellente transaction. Thomas Tatar qui avait été acquis en échange de Max Pacioretty. Donc on avait acquis Tatar Suzuki, un choix de 2e ronde en 2019 pour Max Pacioretty. Pacioretty était quand même un excellent marqueur. C'est un gars qui était très recherché par toutes les équipes de la LNH, donc on avait quand même le gros jeu là-dedans. Est-ce qu'on va gagner la transaction à long terme? Probablement que oui, si Suzuki se développe bien, puis tout dépendamment de ce qu'on va faire de notre choix de 2e ronde en 2019, là. Mais probablement que oui, on va gagner cette transaction-là, mais il reste qu'il y avait le beau jeu pareil. C'est Marc Bergevin qui avait le gros bout du bâton dans cet aspect-là. Bon, Suzuki qu'on a acquis dans cette même transaction-là, moi j'ai énormément confiance que ce gars-là a un très très fort potentiel. J'ai confiance qu'il peut être un top 6 au niveau des attaquants, peut-être même un joueur de première ligne. On avait obtenu Brett Kulak en échange de 2 joueurs de Ligue américaine, soit Valiev et Taormia. Kulak, je pense qu'il nous rend des meilleurs services actuellement. Olofsson, qu'on a acquis en échange d'un certain Will Betton, qui joue actuellement dans la Ligue américaine. Je pense pas qu'Olofsson va être un joueur régulier dans la Ligue nationale anyways. Fullen, donc à ce niveau-là, je pense que ça a été pas mal donnant-donnant. Fullen, on l'avait acquis avec Dale Weiss en échange d'un certain David Schlemko, qui ne joue plus actuellement, et Byron Fraser, qui fait à peu près un point par match dans la Ligue américaine. Fullen, on verra. C'est un gars qui frappe fort. Moi, d'après moi, il devrait rester dans la Ligue américaine, puis Dale Weiss aussi. Fait que c'est pas une transaction qui a eu un gros impact sur le Canadien. Nate Thompson, ben écoutez, on est obligé de dire qu'il a probablement gagné cette transaction-là. On avait obtenu Thompson et un choix de 5e ronde en 2019 contre un choix de 4e ronde en 2019. Puis, je veux dire, c'est un gars qui est excellent pour le moral des joueurs. C'est un gars qui est bon sur ses mises au jeu, responsable défensivement. Puis, malgré son âge, il toffe la run. Fait que, je pense qu'on a gagné cette transaction-là. Et dans le cas de Jordan Will, on l'avait obtenu contre un certain Michael Chaput, qui, lui, dans la Ligue américaine actuellement, fait plus ou moins un point par match. Mais honnêtement, si Will jouait dans la Ligue américaine, d'après moi, il ferait à peu près un point par match aussi. Donc, bref, au niveau des transactions, on a acquis quand même beaucoup de joueurs. Et je pense, honnêtement, que de manière générale, on perd pas trop nos transactions.
on semble sortir gagnant à long terme de nos transactions. Fait qu'au niveau des transactions, j'ai quand même confiance en Marc Bergevin. Au niveau des signatures de joueurs autonomes, j'ai pas du tout confiance en Marc Bergevin. Et au niveau du développement de nos joueurs, vraiment pas confiance non plus. La transaction que je vous ai retenue comme étant, selon moi, la meilleure transaction que j'ai vue so far de Marc Bergevin, c'est bien entendu Joel Armia qu'on avait obtenu avec Steve Mason, un choix de 7e ronde en 2019 et un choix de 4e ronde en 2020. On a racheté par la suite Steve Mason. L'idée, c'était de libérer de la masse salariale aux Jets de Winnipeg qui voulaient éventuellement re-signer un certain joueur qui ne joue plus pour eux actuellement. Alors bref, on a rendu service aux Jets de Winnipeg, mais on a quand même obtenu un joueur qui est un gros joueur, qui est mobile, excellente possession de rondelles et qui joue un rôle très important avec le Canadien actuellement, mais un joueur de séquence. Et on a échangé contre Simon Bourque. Fait que tu sais, Armia, Simon Bourque, on a gagné la transaction, bang, c'est fini, mais on a en plus obtenu un choix de 7e ronde puis un choix de 4e ronde. Alors, c'est une transaction que je pense qu'on a gagné haut la main, mais on l'a gagné parce qu'on a voulu rendre service à une équipe plus qu'autre chose. Et sinon, ben, une transaction qui peut faire mal à long terme, on ne peut pas deviner ce que des choix de repêchage vont devenir, mais on avait obtenu Andrew Shaw des Hawks de Chicago en échange d'un choix, de 2 choix de 2e ronde en 2016. Ces 2 choix-là, il y en a un qui devient Alex DeBrincat. Le deuxième, c'est Chad Kreis. Dans le cas de Alex DeBrincat, c'est un joueur qui joue depuis maintenant, je pense, c'est 3 ans dans la Ligue nationale. L'année passée, en 2018-2019, DeBrincat, en 82 matchs, 41 buts, 35 passes pour 76 points. Et cette année, depuis le début de la saison, 29 matchs, 7 buts, 14 passes, 21 points. Il n'y a absolument rien qui dit que le Canadien aurait repêché Alex DeBrincat, qui est un joueur que Cole Caulfield ressemble beaucoup à DeBrincat. Il est petit physiquement, physiquement petit, très habile, très mobile, très rapide, excellent tir. Puis d'ailleurs, DeBrincat communique souvent avec Caulfield pour lui donner des insights, des cues, genre comment il doit se minder et tout ça. Fait que, on ne peut pas deviner qu'est-ce que ça va devenir, mais c'est une transaction qui peut peut-être faire mal là, pour si jamais vous êtes un partisan du Canadien qui croyait que le Canadien aurait pu repêcher Alex DeBrincat. À long terme, ça peut faire mal, mais Shaw a rendu quand même de très très fiers services. Alors, overall, c'est une équipe qui, en termes des 7 années de règne de Marc Bergevin, n'a pas vraiment d'immenses changements par rapport à avant. À ce niveau-là, je pense que c'est plutôt décevant. Au niveau de toutes les présences en séries éliminatoires, ben, pas vraiment de présence significative, mis à part en 2013-2014. Ça commence à faire longtemps. Puis là, ça fait quand même en 1, 2, 3, 4. En 4 ans, on a manqué 3 fois les séries. Ça commence à faire longtemps aussi. Je pense qu'on ne développe pas nécessairement super bien nos joueurs. On fait pas d'excellentes signatures au niveau des joueurs autonomes, mais au niveau des transactions, on s'en sort bien, selon moi. Alors, c'est mon évaluation de Marc Bergevin so far. Je pense que les rendements ne sont peut-être pas présents, mais si on finit par bien développer nos joueurs, parce que là, actuellement, on a des prospects très intéressants dans notre organisation, même s'ils n'ont pas été repêchés par nous, quand même, on a des jeunes joueurs qui ont un très fort potentiel. Diront ceux qui voudront reset, pas reset. Moi, je trouve que ça ressemble à un rebuild, ça. C'est mon opinion. On va manquer les séries 3 fois en 4 ans, puis sinon, la seule fois que tu es fait, tu te fais éliminer en première ronde. Ça ressemble à un rebuild. Sauf que notre problème de rebuild, c'est qu'on est dans le milieu de classement. T'sais, on n'est pas les derniers, dans les derniers. Donc, ça ne nous donne pas nécessairement tout le temps des très bons premières rondes, genre. Nos très bonnes premières rondes, on avait eu Galchenyuk, je pense qu'il était 3e, je me rappelle bien. Kotkaniemi qui est 3e. Ça serait le fun qu'on ait un choix de première ronde, genre. En tout cas, bref, donc, au niveau des rendements, c'est so-so, puis sinon, overall, ça n'a pas trop changé. On développe pas super bien nos joueurs, on fait pas de très bonnes signatures, mais on fait des bonnes transactions. C'est mon évaluation de Marc Bergevin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du travail de Marc Bergevin? Est-ce qu'il doit être envoyé? Est-ce qu'on a un potentiel de développement plus intéressant? Est-ce que c'est plus le staff alentour de lui qui doit être revu? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-y un petit j'aime, partagez-la pour qu'on jase de hockey avec plein de monde. Ça serait le fun qu'on se jase ça avec un paquet de monde, question de voir c'est quoi l'avenir de Marc Bergevin avec le Canadien. Alors merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis ciao, bye, à la prochaine.